Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les enjeux économiques du développement du commerce intra-africain étaient au cœur des échanges entre Paul Biya et Vera Songwe, le président de la République du Cameroun, et la secrétaire générale adjointe des Nations Unies ont également discuté des stratégies de relance de la croissance dans un pays comme le Cameroun, un pays où des piliers de l'économie s'effondrent. Illustration ce soir dans le Mungo, un département jadis pionnier du développement économique et agricole qui est désormais à la croisée des chemins. Comment redynamiser cette partie du Cameroun? On en parle dans le chapitre économie du 20h. Et ce soir, à l'occasion du Triduum Pascal, l'archevêque métropolitain de Douala interpelle les chrétiens catholiques sur ces dangers qui guettent les enfants, à savoir l'ampleur des violences sexuelles sur des mineurs. Vous l'écouterez dans ce journal. Également, nous évoquerons ce retour du corps sportif dans la tanière des Lions Indomptables après le divorce entre l'équipe Fagnon de football et la marque Puma. C'est désormais le corps sportif qui va habiller les Lions Indomptables du Cameroun. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ces images d'une rencontre au sommet de l'État entre la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, chargée de la Commission économique pour l'Afrique, qui est venue mener son plaidoyer au Cameroun. Elle s'est entretenue, vous le voyez en image, avec le président de la République du Cameroun lors du tête-à-tête au Palais de l'Unité à Yaoundé ce jeudi. Paul Biya et Vera Songwe ont discuté des enjeux de la ratification de l'accord de la zone de libre-échange continentale, l'intégration régionale et le développement de l'économie numérique. Au terme des échanges, Vera Songwe, économiste camerounaise de renommée internationale, citée parmi les femmes les plus influentes du continent africain, a été élevée à la dignité de grand officier de l'ordre de la valeur, une distinction décernée par le président de la République du Cameroun. Et des questions se posent au moment où l'Afrique se dirige vers cette zone de libre-échange continentale. Pourquoi le Cameroun traîne les pieds pour ratifier cet accord qui vise à développer le commerce intra-africain? La secrétaire générale adjointe des Nations Unies, secrétaire exécutive en charge de la Commission économique pour l'Afrique, est venue mener ce plaidoyer en faveur de la ratification de cet accord. Pour elle, c'est une opportunité pour développer l'économie camerounaise et permettre aux entrepreneurs de pouvoir améliorer les échanges commerciaux avec d'autres pays africains. D'autres précisions avec Guy Zogo dans ce reportage. C'est un décompte pressant. Sans en donner l'air, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, par ailleurs secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Vera Songwe, à peine arrivée à Yaoundé, a mis la pression sur le gouvernement au sujet de la ratification de la zone de libre-échange continentale africaine par le Cameroun. Nous espérons vivement que le Cameroun, nous avons encore quelques semaines, quelques mois, pour nous assurer que le Cameroun serait parmi ces pays phares qui vont dire et voter en disant que cette zone de libre-échange continental est vraiment le maillon économique dont le continent a besoin. 22 pays qui ont déjà ratifié. L'accord demande qu'il y a 22 pays qui doivent le ratifier pour qu'elle entre en vigueur. Cette sortie de Vera Songwe a contraint le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbargatangana, à réagir au nom du gouvernement. L'équipe de négociation du Cameroun a joué un rôle non négligeable pour l'aboutissement de ce processus. Il y a des procédures, il y a un calendrier parlementaire, mais en tout cas, le Cameroun est partie prenante, signataire, donc engagé. Je voulais vous dire que nous sommes pleinement engagés. La prise de parole de la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique intervenait dans le cadre du Forum national de sensibilisation sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. À propos de ce projet, elle en a souligné les avantages. Ça nous donne premièrement un large marché, un marché qui nous permet de prendre avantage des effets d'échelle. Si nous voulons faire l'échelle, en Afrique de l'Est, ils ont un marché d'à peu près 600 millions de personnes. En Afrique de l'Ouest, avec les COAS, nous avons 300 millions de personnes. Nous avons un
taille un peu moindre, mais nous avons la possibilité de diversifier nos produits pour pouvoir vendre à nos frères en Afrique de l'Ouest qui sont tout à côté. Prévenante, elle a anticipé sur les inquiétudes que d'aucuns pourraient nourrir à propos des pertes fiscales. Nous pensons que la zone de libre-échange continentale va soutenir les petites et moyennes entreprises, surtout, et nous le savons si bien, les femmes qui sont toujours en avant quand nous parlons du commerce transfrontalier. Avec la zone de libre-échange continentale, nous allons enlever certains de ces handicaps. Évidemment, il va falloir faire un peu plus sur le doing business. Dans la foulée, la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique s'est entretenue longuement avec le ministre délégué aux Relations extérieures chargé du monde islamique au ministère des Relations extérieures, puis a suivi un autre tête-à-tête avec Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances. Elle devrait être reçue par Paul Biya, lequel détient la clé de la question de la ratification de l'accord sur la zone franche continentale africaine par le Cameroun, dont la date butoir est fixée en juin prochain. Et elle a été reçue ce jeudi au Palais de l'Unité par le président de la République, à la veille de cette audience avec le chef de l'État. Paul Biya a également signé un décret portant modalités de création et de gestion des zones économiques au Cameroun. Et évoquons à présent cette mobilisation du chef du gouvernement, Premier ministre, qui a fait le déplacement de Konsamba afin de rassurer les populations sur la stratégie gouvernementale visant à développer le département du Mungo, jadis pionnier du développement agricole, économique et culturel. Ce département est à la croisée des chemins entre le sous-développement infrastructurel et l'insuffisance des services sociaux de base. Les populations se plaignent et le ministre d'Habitat a frappé du poing sur la table afin d'interpeller les prestataires chargés des travaux d'aménagement routier afin que ceux-ci soient achevés dans les délais impartis. Reportage Cyril Diemba et Kediara. Les chantiers abandonnés du Mungo, dont la région du littoral, préoccupent le ministre du Développement urbain et de l'Habitat. Elle a effectué ce mercredi une visite dans ce département afin de stimuler les responsables de ces différents chantiers avec lesquels elle a eu une séance de travail suivie d'une visite guidée. De sensibiliser les entreprises quant au respect de leurs engagements, de parler aux populations également quant à la mobilisation citoyenne. Vous savez, le chef de l'État parle du développement durable de notre pays comme cause nationale. Que les jeunes, les femmes qui sont payés autour de ces grands chantiers s'organisent pour travailler sur le chantier, saisir les opportunités d'emploi qu'offrent ces grands chantiers, mais également saisir cette opportunité pour être les gardiens de ce qui se met en place. Au cours de sa petite tournée dans la ville de Konsamba, elle va toucher du doigt la réalité telle que vécue par les populations. Nous avons un problème d'eau ici, là, le pont là, ça ne passe pas. Quand il pleut, l'eau entre dans les maisons, ça nous emporte les marmites, ça mouille les matelas, ça monte jusqu'au lit. Il faut ranger les choses, tout tu assois sur la table, tu portes les matelas, tu mets les enfants sur le matelas, sur la table, en haut, pour attendre que l'eau entre. Un état de choses qui va la pousser à durcir le ton vis-à-vis de ces promoteurs d'entreprises de marché public qui ont investi dans le retard. Collusion entre les bureaux d'études et les entreprises, l'État camerounais ne s'en sortira pas. Parce que nous avons nos ingénieurs, mais on vous paye beaucoup d'argent au BET pour être là pour encadrer le travail, pas pour défendre l'indéfendable. Comme pour justifier ce laxisme, les entreprises indexées vont soulever les lourdeurs administratives, le retard de paiement ainsi que le défaut de financement comme cause de toutes ces tracasseries. Les difficultés que nous rencontrons, c'est le manque de financement par les banques au Cameroun. Nous sommes obligés de nous débrouiller, soit par la vente de démarrage, ou par les moyens propres, ou par les prêts, ainsi de suite. Toutefois, devant le ministre, elles vont prendre l'engagement d'accélérer le travail afin de livrer le marché le plus rapidement possible. Dans la suite du ministre, les riverains présents, rassurés par ces interventions musclées, se sont montrés satisfaits de cette descente porteuse de solutions. De temps en temps, dans le Mungo, les gens s'amusent à faire du n'importe quoi. Le ministre a vu ce qu'il fallait. Elle est arrivée dans les sous-quartiers, en Barry surtout, en Voie, pour voir exactement ce qu'elle a envoyé faire.
Et elle a remarqué qu'il y a eu beaucoup de choses qu'il ne fallait pas. Il ne faut pas qu'on trompe les populations comme ça. Quand on donne quelque chose, il faut que cette émission fasse quelque chose de bon, exact. Ce n'est pas la première descente qu'un ministre effectue sur le terrain des chantiers non livrés. Et si leur présence pousse quelquefois les promoteurs à s'engager solennellement, les travaux ont tendance à être bloqués après leur départ. Dans le reste de l'actualité, Michel Ndoki, avocate au barreau du Cameroun et vice-président de la section femmes du MRC, doit encore attendre le 25 avril 2019 pour être fixé sur son sort. C'est la décision du tribunal de grande instance du Fundi lors de l'audience en habeas corpus tenue ce jeudi à Yaoundé. Compte rendu avec Cyril. Nouveau report dans l'affaire Maître Michel Ndoki. Faute de dossier, le juge du tribunal de grande instance du Fundi a renvoyé l'audience en habeas corpus au 25 avril 2019. Le fond du dossier qui a permis à ce que Michel Ndoki soit en détention provisoire n'existe pas. On ne peut pas retrouver son mandat d'arrêt ou bien le mandat d'arrêt qui a permis à son arrestation. On est aussi incapable de trouver le mandat de détention provisoire qui a permis à ce qu'elle soit gardée à la prison principale de Koningui. En l'absence de ces deux documents, le juge ne pouvait pas avancer, raison pour laquelle il a donc remis la cause pour le 25 avril 2019. Attendu donc à la prochaine audience, le mandat d'amener ayant conduit à l'arrestation de Maître Michel Ndoki, ainsi que le mandat de détention qui autorise son incarcération à la prison de Koningui. En principe, c'est le régisseur de la prison principale qui doit produire le dossier de détention provisoire de Michel Ndoki et aussi les différentes autorités qui ont pris part à son arrestation. Et s'ils l'ont arrêté, il faut automatiquement qu'il y ait eu un mandat d'amener qui a permis à son arrestation. Et si elle a été placée en détention provisoire, il faut aussi qu'il y ait ce mandat de détention. Donc, ce qui était introuvable devant le juge. Le juge était incapable de pouvoir avancer. Compte tenu de ce qui précède, les conseils de Michel Ndoki restent convaincus que leur cliente est détenue illégalement et que par conséquent, elle doit être libérée. Nous estimons que Michel Ndoki, avocate de son État, a été illégalement arrêtée et est détenue illégalement et qu'il y a lieu de constater qu'elle est arbitrairement détenue et que si tous ces éléments sont observés, il y a lieu que le juge la relaxe immédiatement. Arrêté le 26 février 2019, soit un mois, jour pour jour, après les marches dites blanches organisées par le MRC, Maître Michel Ndoki a été transféré à Yaoundé, puis écroué à la prison principale, où elle a retrouvé d'autres camarades du parti, eux aussi incarcérés. Le nouveau commandant du 23e bataillon d'infanterie motorisée est appelé à assurer la sécurité des personnes et des biens face à la crise anglophone qui affecte déjà certaines localités dans la région du littoral, avec pour conséquence de nombreux enlèvements. C'est l'une de ces missions confiées à ce nouveau commandant qui a été installé à Loum devant un parterre de personnalités militaires. Avant son installation, le chef de bataillon Etougué Lotson a assuré l'intérim à ce poste durant plusieurs mois. Je vous propose à présent d'écouter le nouveau commandant du 23e bataillon d'infanterie motorisée, Etougué Lotson. Il parle des challenges qui sont désormais les siens. Il s'exprime au micro de nos reporters. Le commandement m'a envoyé. Je suis sûr d'une chose. C'est une marque de confiance. Pour le moment, nous on continue simplement à répéter ce que le père de la nation a demandé. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui a la valeur de la paix. Notre rôle a toujours été de protéger la population. Et ce rôle ne changera jamais. Donc si aujourd'hui nos missions vont s'étaler de côté d'une partie du département de Mongo, c'est parce que ce département est limitrophe avec certaines localités du sud-ouest. Par exemple, les gens de Mombo, les gens de Mbanga, les gens de Souza, ils sont en face des localités comme Bouba 1, Bouba 2, Bouba 3. Ils sont en face des localités comme Etam, comme Teke, les localités comme Ebunji, les localités comme Mambanda, de côté de Kumba. Des mesures ont été déjà prises.
Parlons à présent de ces parchemins et diplômes abandonnés à la délégation régionale des enseignements secondaires pour la région de l'Ouest. Les responsables s'étonnent du peu d'intérêt que manifestent ces bacheliers pour retirer leurs diplômes. Ceux-ci font savoir qu'ils n'ont aucun intérêt vu les difficultés de s'insérer sur le marché de l'emploi. C'est un reportage que signe Leclerc Sakem. Dans ces étagères, soigneusement rangées, dans ce bureau de circonstances à la délégation régionale des enseignements secondaires de l'Ouest, ce diplôme manque preneur. Il y a quelques jours, le patron des enseignements secondaires de l'Ouest a pondu un communiqué invitant les impétrants à venir récupérer leur parchemin. Ces diplômes sont stockés. Et dans les structures de la délégation régionale de l'Ouest, nous comptions déjà plus de 24 000 diplômes stockés. Alors, on s'imaginait un seul instant, s'il y a un incendie qui survient, alors on aura 24 000 diplômes détruits parce que les gens ne sont pas venus les retirer à temps. Nous avons pris sur nous de faire un communiqué interpellant ces lauréats afin qu'ils viennent retirer leurs diplômes. Les diplômes qui leur seront très utiles à l'avenir. Pour l'universitaire Jean-Claude Jacob, il faut que l'État corrige son mode de fonctionnement pour redonner les valeurs aux choses pour lesquelles on s'est battu dans la vie. Si aujourd'hui l'État a dit qu'on peut composer avec le récépissé et que l'enfant compose et passe, où est l'intérêt? Il faut donner au diplôme un contenu et une valeur sociale pour que les gens soient intéressés à courir derrière ça. Et on reproche à l'État. Il en est de même de ces diplômes qui n'ont plus les vraies mentions. Aujourd'hui, on nous affiche les résultats par ordre alphabétique avant d'aller mettre mention très bien. En notre temps, c'est même ces mentions couraient vers là, sont déclarées définitivement admis au bac par ordre de mérite. Mention très bien. Vous voyez les gens contents de ça. Aujourd'hui, on a tout invalidé. Ça explique un peu, n'est-ce pas, les raisons pour lesquelles ces diplômes vont encore augmenter. Les élèves qui ont dit l'autre jour qu'à un enseignant en classe, ton algèbre sert à quoi? Nganamout a marqué un but l'autre jour, a eu la médaille et des millions. C'est ton algèbre qui va servir à quoi? Si déjà cet enfant dit que l'algèbre va lui servir à quoi, c'est pas aller prendre un papier qui dans sa tête est inutile, qui va le motiver davantage. Parce qu'on est en train de développer les contre-valeurs, les anti-valeurs. L'intelligence est foulée aux pieds. La corruption, le népotisme, le clientélisme, ça a pris la rue. Conclusion, les papiers ne servent à rien. Il est à noter qu'au bout de 3 ans, le ministre renvoie à l'Office du baccalauréat du Cameroun les parchemins non récupérés. Raison principale, le manque d'espace, car il faut pouvoir classer les nouvelles entrées. Le reportage qui va suivre, c'est l'histoire d'un enfant à première vue surdoué en conception mécanique et robotique. Il a 17 ans, Blaise, et il conçoit avec perfection des modèles réduits d'engins lourds, avions, également robots et autres véhicules venant du nord-ouest. Il a été repéré par nos reporters Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Regarde. À première vue, on se croirait à un mini-salon d'exposition, de micro-engins lourds de BTP, tout un parc de machines miniaturisées, pelleteuses, excavateurs, bulldozers, niveleuses et camions-bennes, comme on en voit sur des chantiers de construction des routes et d'aménagement urbain. Ceci est un compacteur utilisé pour aplanir et damer les couches de matériaux afin d'éviter des nids de poules à l'avenir, comme c'est souvent le cas sur nos routes mal compactées. À base de carton, polystyrène, contreplaqué et bambou, toutes ces micro-machines sont conçues, construites et mises en mouvement grâce au génie créatif et concepteur d'un surdoué de 17 ans, au quotient intellectuel, certainement très au-dessus de la moyenne humaine. Elle ne bouge que lorsque la pelle est levée.
Quand l'engin se déplace, l'appel du bulldozer doit être levé pour faciliter ses mouvements. Awa Blensky, c'est ce jeune homme qui a réussi l'exploit de réaliser 2 engins en un, à double fonction de terrassement et d'excavation des sols. Cette pelle sert à ouvrir les voies d'accès. Celle-ci pour fouiner le sol à la recherche des minéraux et matériaux de construction. Dans sa curiosité mécanique et scientifique, notre jeune ingénieur en herbe a su allier électronique, électromécanique et mécatronique pour donner souffle de vie à ces mini-créatures matérielles. Vous avez là une boîte de vitesse, elle transmet force à ces roues qui à leur tour font mouvoir cette grosse chaîne. Cela permet à l'engin d'avancer, reculer, tourner à gauche ou à droite. Awa Blensky a même poussé très loin son génie créatif dans d'autres champs de compétences, l'industrie militaire et l'aéronautique. La top des tops, ce char d'assaut allemand, le Kraftpanzer II de la Deuxième Guerre mondiale. Awa Blensky l'a même armé de 2 missiles balistiques, une puissance de feu imparable et dévastatrice qui aurait dû faire très mal aux forces alliées à l'époque. La deuxième star de ce salon, c'est cet avion civil, version jet privé. Là, ce sont les volets des ailes qui permettent à l'avion de décoller du sol. Quand l'avion est en vitesse sur la piste, ces volets compriment l'air qui pousse l'aéronef à s'élever. Ici, c'est le gouvernail de queue. Il permet d'orienter l'appareil vers une direction voulue. Le jeune homme a même fabriqué une chaîne de montage robotisée. Et à partir d'une console électronique, une batterie source d'énergie, l'ensemble de ces machines exécute une action précise, selon la commande enclenchée. Quand j'appuie sur un godet, une action s'enclenche, soit tourner, soit virer. Chacun d'eux a son rôle selon un câblage à partir de cette console. Cette batterie a une puissance de 12 volts, comme les moteurs de ces machines. On ne peut utiliser plus de 12 volts pour actionner ces engins. Si une source d'énergie dépasse celle des machines, les moteurs perdraient leur puissance. Toutes ces réalisations techniques, notre petit génie les puise d'une inspiration depuis sa tendre enfance. À l'époque, j'étais gamin. Les autres enfants s'amusaient avec leurs jouets. Mes parents ne pouvant m'en offrir, j'observais les leurs pour fabriquer mes jouets. Depuis ce temps-là, je m'inspirais des différents jouets autour de moi et même dans les films. J'observais aussi des engins travailler partout en ville et même les avions dans le ciel. Tout a commencé depuis l'âge de 5 ans. Chaque fois que mon fils observait un objet autour de lui, il essayait de le reproduire. Son père se rappelle surtout d'une anecdote autour d'un avion que son fils avait fabriqué. Il contrôlait l'avion à l'aide d'une télécommande depuis le sol. Mais à un certain niveau dans les airs, la télécommande n'a pu le ramener au sol. Et c'est ainsi que l'avion a disparu. Bien encadré et encouragé par sa famille, Awa Blensky n'a qu'un seul rêve:
Je veux devenir ingénieur pour fabriquer toutes ces machines, engins, véhicules et avions dans notre pays, parce que tout chez nous provient des pays étrangers. J'ai jamais vu un engin avec la mention fabriqué au Cameroun. Je me suis toujours demandé si notre pays consomme juste au lieu d'en produire aussi. Du moins, nous faisons ceci pour développer notre pays. Élève en classe terminale, filière mécanique automobile, Awa Derrick, son frère aîné, n'en revient point de la quantité et la qualité des connaissances de son cadet dans le domaine. On nous enseignait la technique, mais j'ai constaté que les connaissances de mon petit frère étaient largement au-dessus des miennes, apprises dans une école. Élève en classe de 3e année, dans un établissement technique à Bamenda, Awa Blaise Ji a fui la guerre au nord-ouest avec sa famille pour avoir la paix à Douala, faisant le tour de la ville pour exposer sa marque de fabrique Nchi Style, gagnant un peu d'argent en attendant son heure pour construire en format réalité tous ses rêves d'enfance. En ce jeudi saint, l'archevêque métropolitain de Douala interpelle les chrétiens catholiques sur l'ampleur de ces fléaux sociaux au Cameroun, notamment les abus sexuels sur mineurs. Les chrétiens ont été appelés à pouvoir protéger les enfants et s'inspirer de la vie de Jésus-Christ en ce début du Triduum pascal. D'autres évocations avec Dallas Kana et Sylvestre Hippolyte Zangao. Du vin pour symboliser le sang du Christ versé sur la croix pour la rémission des péchés des hommes. Un symbole fort pour les prêtres qui l'ont transporté jusqu'à l'autel à l'occasion de la messe trismale, dite ce jeudi saint. La cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, archicombe, plusieurs fidèles ont suivi la messe depuis l'extérieur. Devant cette foule de prêtres, de religieux et de fidèles, Monseigneur Samuel Klida, l'archevêque métropolitain de Douala, a choisi dans son homélie de parler d'un sujet d'actualité qui secoue l'Église catholique, les abus sexuels sur mineurs. Le monde entier a cru que voilà, ces problèmes-là regardent l'Église. Ça ne regarde plus personne. Or, ces problèmes, ces abus sexuels sur mineurs, regardent d'abord, disons, le monde des hommes. C'est un mal qui est dans notre société. Et ça commence par la famille. En principe, nous, en tant que prêtres, cela, on devrait être vraiment irréprochable. Mais malheureusement, cela arrive. Nous prions. Nous sommes des hommes. Nous demandons la grâce de Dieu, n'est-ce pas, d'être ces hommes irréprochables, ces hommes qui se donnent totalement à Jésus et à leurs frères. La messe trismale, dite le jeudi saint, est l'occasion pour les prêtres de renouveler leur sacerdoce. C'est le jour où le Christ a institué l'Eucharistie. Disons qu'il a donné aux apôtres maintenant de célébrer l'Eucharistie. Les paroles prononcées, ce sont donc les paroles du Christ. Donc pour nous, c'est très important, c'est notre fête. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que le Christ a institué l'Eucharistie. Et voilà pourquoi nous, qui avons été associés avec, n'est-ce pas, la bonté de notre Seigneur, mais voilà, nous sommes très heureux, n'est-ce pas, de célébrer, de participer à cette célébration, de célébrer maintenant notre fête. Pourquoi, quand le Christ a dit, faites cela en mémoire de moi, mais c'est nous, prêtres, qui avons reçu maintenant cette mission de célébrer l'Eucharistie. La semaine sainte se poursuit avec le vendredi saint, jour de crucifixion du Christ, avant sa résurrection dimanche, où sera célébrée la Pâque. Le coq sportif retrouve les Lions indomptables après une première expérience
32 ans, qui date de 32 ans, c'était entre 1982 et 1987. Je vous le disais en titre, l'équipementier sportif français annonce qu'il succède à Puma dans l'habillement et la fourniture des équipements sportifs destinés à la sélection nationale de football du Cameroun. D'autres précisions avec Emmanuel Job et Ike Cyril. Le coq sportif habillera désormais les sélections nationales de football du Cameroun. L'équipementier français a lui-même fait une annonce reprise à son compte par la Fédération camerounaise de football, toute chose qui rend officielle cette information. L'initiative de communiquer est donc venue de l'équipementier français qui a procédé par teasing en publiant sur son compte officiel des échantillons des maillots qu'il compte mettre à la disposition des sélections nationales de football du Cameroun. La FECAFOOT pour sa part confirme l'information mais se refuse à tout commentaire jusqu'à la conférence de presse de Seydou Mbombo Njoya attendue lundi prochain. Le président de la FECAFOOT donnera certainement d'autres détails, notamment la durée et le montant du contrat avec le nouvel équipementier. Habilleur du 15 de France de rugby, le coq sportif est reconnu pour avoir habillé également l'équipe de France de football. À son actif aussi, AS Saint-Étienne et les Stades de Troyes en France, Fiorentina en Italie et d'autres clubs de football en Amérique, en Asie et en Afrique. Au Cameroun, le coq sportif retrouve les Lions indomptables 32 ans après la première expérience de 1982 à 1987, soit 5 ans. C'est habillé par la marque Le Coq Sportif que le Cameroun remporte sa première Coupe d'Afrique des Nations en 1984 en Côte d'Ivoire. De l'amélioration du service électrique qui n'est possible qu'à travers l'implication de tous les acteurs dans la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique. L'objectif est de faire baisser les coûts des ouvrages réalisés dans cette perspective d'améliorer le service électrique au Cameroun et en Afrique. Cette stratégie a été évoquée lors d'une rencontre des dirigeants des entreprises à Kigali au Rwanda et les responsables d'Eneo ont animé un atelier à cet effet. Reportage. À Kigali, en marge du Forum des PDG d'Afrique, qu'accueillait cette année la capitale rwandaise, Eneo, le distributeur de l'électricité au Cameroun et le cabinet d'avocats international Auric, ont réuni autour de la table des opérateurs du secteur de l'électricité en Afrique, des banques et des bailleurs de fonds, des fonds d'investissement, des représentants de gouvernements et d'agences de régulation pour débattre des conditions à réunir pour un secteur de l'électricité efficace et dynamique en Afrique. Et nous avons bien compris que nous avons des problèmes à monter des projets. Les projets prennent trop de temps, coûtent trop cher dans la partie administrative. Et il faudrait qu'on travaille ensemble pour réduire ça. Nous avons des problèmes pour collecter de l'argent, pour que nos clients payent. Il faudrait donc accélérer l'utilisation des technologies, des compteurs prépayés par exemple, et trouver des solutions pour les grands clients, comment leurs dettes peuvent être gérées. La distribution devait également être une priorité pour les investisseurs et pour les banques, puisque tel qu'il a... Et non pas seulement la production. Et non pas seulement la production, exactement, puisqu'il, comme il l'a expliqué, un renforcement de la distribution peut économiser une centrale de 200 MW. Le secteur de l'électricité implique beaucoup d'acteurs publics et privés qui doivent se parler, non pas les uns contre les autres, mais ensemble, pour trouver le juste milieu. Chaque pays a sa politique tarifaire. Et même si les conditions tarifaires sont convenues, la mise en application souvent est affectée par les décisions qui peuvent être prises au niveau politique, tout simplement parce qu'à la fin de la journée, c'est un service public. Et donc, c'est un service qui est affecté par le pouvoir d'achat des populations. Donc, on a beau dire qu'il s'agit d'équilibrer les aspects financiers, il y a cette dimension sociale qu'il faut prendre en compte, qui fait qu'il faut faire des ajustements au fur et à mesure. Et ces ajustements nécessitent que les parties se parlent. Comment faire en sorte qu'un Camerounais ne loupe plus un but de Ronaldo pour cause de délestage? Cela demande aussi
d'investir massivement dans les technologies et la digitalisation du réseau électrique. Au total, l'électricité n'est pas l'affaire d'une seule entité comme Eneo. Vous et moi, nous sommes tous concernés. Je fais appel ici à tous nos investisseurs et je leur demande de voir comment ils peuvent investir dans le système électrique. Non seulement il y a de l'argent à gagner, mais ensuite en investissant dans le système électrique, ils amélioreraient leurs outils de production. L'appel du directeur général d'Eneo reçoit un début de réponse. Des poteaux électriques en béton fabriqués au Cameroun sont disponibles pour un réseau plus performant. D'autres produits sont attendus. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. 24 000 diplômes stockés dans la délégation régionale des enseignements secondaires de l'Ouest. Les responsables de l'éducation ont interpellé les propriétaires, détenteurs de ces diplômes à venir les retirer, mais vous avez suivi l'une des appréhensions de ces élèves formulées par l'un des enseignants qui s'est exprimé dans le reportage signé Leclerc Sakem. Ces jeunes qui ne croient plus vraiment à ce que ces diplômes puissent les permettre de s'insérer sur le marché de l'emploi, eux qui rêvent de pouvoir disposer d'un travail décent et de construire leur famille, un rêve qui se brise avec la réalité camerounaise du marché de l'emploi. Les téléspectateurs m'en voudront de ne pas faire cette halte et consacrer quelques minutes dans Equinox Soir, le débrief à ce jeune génie, Awa Blaise Chi. Il n'a que 17 ans et vous avez découvert ses capacités de création à la fois de ces engins, avions, véhicules et autres robots. Juste à l'observation de ces engins, il a réussi à en fabriquer d'autres. Lui qui est inscrit en mécanique, qui a dû fuir la crise anglophone, mais qui rêve d'être un concepteur de robots au Cameroun afin de limiter les importations des produits électroménagers. Et l'on